pour accueillir le ministre de la Justice et le candidat. De la République du Togo, mesdames et messieurs les sénateurs. Les compétences techniques, ce sont surtout des liens humains qui se sont tissés. Dans une ambiance solennelle et empreinte d'émotion, s'est ouverte ce mardi à l'hôtel Les Bénins à Lomé, la 14e édition de l'Université du notariat togolais. Une édition toute particulière marquée par la célébration des 20 ans de jumelage entre la Chambre nationale des notaires du Togo et la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen en France. Une coopération exemplaire née en 2005 qui aura traversé 2 décennies d'échanges, de partage d'expériences et de formation mutuelle. Pour les notaires togolais comme français, ce partenariat est bien plus qu'un accord institutionnel. C'est une véritable amitié professionnelle bâtie sur la confiance, la solidarité et la passion du métier. Ce jumelage sera couplé d'une formation qui portera sur 2 thématiques importantes. La première thématique concerne le monde des affaires dans le cadre de la restructuration des capitaux, du capital social qu'on appelle communément le coup d'accordéon. C'est un mécanisme de technique qui permet de réajuster le capital social en tenant compte des besoins de restructuration des sociétés. La deuxième thématique qui concerne beaucoup plus notre pays, qui fait une expérience de la décentralisation, c'est comment le notariat peut s'inviter et accompagner les collectivités locales dans le cadre de la gestion de dites collectivités. La délégation française conduite par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen a tenu à souligner la solidité du partenariat qui réunit depuis 2 décennies les notaires togolais et français ainsi que la richesse des échanges professionnels noués au fil des années. On a eu un premier cycle de 20 ans. L'idée, c'est de continuer. Comme l'a dit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est qu'en fin de compte, il y a la jeune génération et l'ancienne génération. Et c'est d'apporter des choses nouvelles dans l'avenir avec la jeune génération. Donc l'idée, c'est vous parliez de chiffres, 20 ans, 14e université. Et c'est de pouvoir, il y a un point de vue humain, des échanges professionnels, des liens d'amitié. Et c'est voilà pourquoi nous sommes ici et nous continuerons à être ici également à Lomé dans l'avenir. Le jumelage, ça a été un partenariat que nous avons noué avec nos confrères français. Dans un premier abord, vous savez, le notariat est un héritage de la colonisation française. Et ils ont un peu plus d'avance sur nous, à bien d'égards, sur le plan institutionnel, sur le plan du matériel de fonctionnement. Bon, on s'est associé à eux pour pouvoir apprendre davantage et s'informer sur les dernières innovations aussi en matière de gestion de nos études et des actes aussi. C'est un droit un peu plus évolué que le droit togolais. On s'adapte quelque peu et la communauté de langue nous permet de mieux nous comprendre et d'avancer avec le reste du monde aussi. Président à la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Pacom Adrouvi, a salué cette coopération exemplaire entre Lomé et Caen, symbole d'un notariat en perpétuelle évolution. Entre conférences, à partage d'expériences et moments conviviaux, cette semaine sera aussi celle du souvenir et de la célébration d'une coopération franco-togolaise réussie, tournée vers l'avenir et le progrès. 20 ans d'amitié, de fraternité, de professionnalisme et une nouvelle page du notariat togolais qui s'écrit résolument moderne et ouvert sur le monde. Distingués invités, chers consoeurs et confrères, 20 ans après, le notariat togolais a considérablement évolué. Nous avons modernisé nos pratiques, renforcé la formation de nos collaborateurs et surtout affirmé notre rôle dans la construction de l'état de droit. Notre mission, chaque jour, est de rendre le droit accessible, clair et fiable pour tous les citoyens togolais. Cependant, nous
savons que le monde change à un rythme accéléré. C'est pourquoi cette université du notariat constitue une opportunité privilégiée de réflexion collective, une occasion de penser l'avenir, d'échanger et de nous inspirer mutuellement. Chers amis de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen, si nous célébrons aujourd'hui nos 20 ans de partenariat, c'est aussi pour renouveler le vœu de coopération. Car plus que jamais, notre avenir est commun. Le droit ne connaît pas de frontières lorsqu'il s'agit de protéger la personne humaine, sa famille, son patrimoine et ses projets. Je forme le fait que notre jumelage entre dans une nouvelle ère marquée par le renforcement de la formation continue de nos notaires et de nos clercs, la coopération numérique entre nos institutions et l'ouverture à d'autres chambres partenaires tant en Afrique qu'en Europe. Nous avons encore tant à construire ensemble une jeunesse notariale dynamique, un réseau national africain fort et une profession fidèle à ses valeurs d'éthique, de rigueur et de service. Permettez-moi, avant de conclure, d'exprimer toute ma gratitude aux autorités togolaises pour leur appui constant et leur confiance dans notre mission publique. À nos partenaires français pour leur écoute, leur disponibilité et leur engagement. À tous les notaires du Togo pour leur travail, leur discipline et leur foi dans la noble cause du droit. Et enfin à nos jeunes confrères pour leur enthousiasme et leur volonté d'inscrire notre notariat dans la modernité. Distingués invités, chers consoeurs et confrères, mesdames et messieurs, comme l'écrivait Jean Cavalier, je cite, le droit ne vaut que par la confiance qu'il inspire. Fin de citation. Notre devoir en tant que notaire est de donner au droit toute sa clarté, toute sa force et toute son humanité. Le notariat togolais, fort de ses racines, est ouvert sur le monde et est aujourd'hui prêt à relever les défis de demain. Ensemble avec nos partenaires, nos institutions et nos concitoyens, nous continuerons à bâtir un notariat moderne, responsable et tourné vers l'avenir. 20 ans de jumelage, ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Pour conclure, il me paraît essentiel de rappeler les paroles d'Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « Être homme, c'est sentir en posant une pierre que l'on contribue à bâtir le monde. » Fin de citation. Puisse le notariat continuer à poser chaque pierre avec conscience et engagement, poursuivant ainsi cette œuvre commune au service de la fraternité professionnelle et de la paix juridique entre nos nations. Je vous remercie. Maître Tcha, Benga et Bezudo, je vous prie encore une fois d'ovation. Nous saluons encore une fois la présence du procureur général, le procureur de la République, le secrétaire général, monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Vache sous les orations s'il vous plaît. Personnalité, monsieur le président de la Chambre des notaires, de la Chambre nationale des notaires du Togo, monsieur le président de la Chambre interdépartementale notaire de la Cour d'appel de Caen, entre le notariat de l'Orne et ensuite de la Cour d'appel de Caen, avec le notariat des Togo. Il avait été concrétisé par la signature de l'acte de jumelage reçu par notre ami maître. Il a favorisé des réalisations concrètes à partir de renforcer cette sous-structure et des compétences indispensables. Chers amis, c'est une grande émotion et une immense fierté que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les 20 ans du jumelage entre les notaires togolais
et les notaires bas-normands. 20 années de partage, de projets juridiques, d'échanges culturels, de solidarité. 20 années d'une amitié sincère tissée au fil des rencontres, enrichie par nos différences et renforcée par nos valeurs communes. Le respect, la dignité, l'avenir d'agir ensemble. Ce jumelage est bien plus que la signature d'un acte authentique. On portait de beaux fruits. À chaque venue au Togo, j'ai d'ailleurs eu la chance de venir il y a une dizaine. En célébrant ces 20 années, nous regardons le chemin des expériences, de comparer des pratiques, des systèmes juridiques, mais aussi de partager des savoirs, de bonnes pratiques, qu'ils soient d'ici ou là-bas, jouent un rôle fondamental dans la vie lyrique, à chaque importante de l'existence, qu'il s'agisse du marché durable. En célébrant aujourd'hui les 20 ans des savoirs, participer à la formation des notaires et contribuer à faire du droit un véritable de notre capacité à innover, à nous adapter aux nouveaux défis du monde juridique. Franco-togolaise, au service du notariat, je vous remercie. Nous saluons également la présence d'autres autorités, à l'instar du général de DMO, les autorités que je vous prie encore une fois de rationner. Aujourd'hui, nous célébrons les 20 ans de jumelage entre la Chambre nationale des notaires du Togo et ceux de la Chambre des notaires du Togo. Pour plus d'explications, sous des ovations, je vous prie. Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Monsieur le Président, en réalité, le jumelage a été largement compté. Important pour les usagers du droit, les sociétés de la vie, les personnes morales des sociétés. Il s'agit du coup d'accordéon. La thématique seconde, qui est la plus interrogative, une réflexion qui a été mûrie au niveau des instances internationales du notariat. L'état de droit également dans la sécurité de nos concitoyens qui, chaque jour que Dieu fait, sollicite les services des pouvoirs. Les collectivités locales, nous avons fait une expérience de 6 ans. Notre celui locaux vient d'être élu. La semaine dernière seulement, il a été mis en place. Cette collectivité de base est aussi variée et complexe. Elles font appel ou elles sont sollicitées par nos concitoyens. Ils font appel souvent à des gens qui sont en contact avec nos concitoyens pour rester un nombre d'actions. Les collectivités également pour développer la localité au niveau local. Cela, ce comité local agissent par acte administratif. Les délibérations au niveau du conseil de leur assemblée tiennent lieu d'actes d'engagement qui prennent vis-à-vis de nos concitoyens. Mais dans la pratique, dans notre système de droit continental, veut que le notaire soit aux côtés pour certaines raisons que nous avons évoquées. Le notaire, c'est une puissance publique décentralisée. C'est-à-dire l'élu local, la collectivité locale, c'est une personne publique de droit moral. Le citoyen, qui peut être une personne morale de droit privé ou une personne physique, peut avoir à traiter avec les collectivités locales dans bien de domaines qui nécessitent un accompagnement. La toute-puissance de la collectivité locale, avec la faiblesse du particulier, fut-il moral ou physique, nécessite qu'entre les deux se trouve un intermédiaire, un juge de l'amiable, pour, d'une part, vérifier si l'acteur public, le maire ou le conseil communal, agit dans le cadre de ses compétences. Ceux qui doivent apposer leur signature ont-ils les délégations nécessaires au niveau des pouvoirs pour pouvoir agir, de sorte pour éviter que ne naisse un conflit administratif. Surtout que nous avons aujourd'hui des tribunaux administratifs qu'on veut instituer. Il vaut mieux faire en sorte
que la mise en place des tribunaux administratifs ne soit heurtée par des conflits déjà existants mais qui n'ont pas de cadre législatif pour pouvoir les connaître. Donc, notre accompagnement aidera les collectivités locales à agir dans le cadre de leurs compétences à titre de conseil. Des actes, des instruments qui servent de base à l'architecture contractuelle. La collectivité agit par acte administratif. Merci, Maître Tchassona, très cher ami. Je crois que tous ici ont perçu l'importance de cette réunion et de ce que vous allez apporter dans notre pays, puisque nous sommes dans le cadre de la décentralisation, comme vous l'avez rappelé, les nouveaux acteurs qui vont participer à la vie de notre pays, de notre nation, en rapprochant un peu plus les citoyens de l'administration via les conseils municipaux. Merci à vous. Monsieur le Président de la Chambre nationale des notaires du Togo, Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen, Monsieur le Président de l'Association du jumelage, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Lomé, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo, Monsieur le secrétaire général de la Cour suprême du Togo, Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers du Togo, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, distingués invités, mais surtout, Mesdames et Messieurs les notaires et toutes les personnalités ici présentes dans cette salle, à vos rangs et grades, tout protocole observé, toute omission excusée. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel honneur et un plaisir particulier de prendre la parole devant vous ce jour à l'occasion de ces universités du notariat togolais, marquée par une commémoration exceptionnelle, le 20e anniversaire du jumelage entre la Chambre nationale des notaires du Togo et la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen. 20 années de coopération fructueuse, de dialogue constant et d'amitié sincère méritent d'être célébrées avec fierté et gratitude. Ce jumelage, né en 2005, a été, bien au dire des notaires, plus qu'un simple accord de partenariat. Il a été un modèle vivant de coopération professionnelle et humaine. Il a permis à nos notaires d'acquérir des compétences nouvelles, d'élargir leurs horizons, de s'inspirer de bonnes pratiques et surtout de renforcer leur rôle dans la consolidation de l'état de droit au Togo. Je veux ici saluer la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen, qui a su, pendant 2 décennies, se tenir aux côtés de ses confrères togolais dans un esprit de partage et de solidarité professionnelle exemplaire. Au nom du gouvernement de la République togolaise et du président du Conseil, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé,
je souhaiterais adresser ici même nos sincères félicitations et notre profonde gratitude à l'ensemble du corps notarial. Mesdames et messieurs, le notariat occupe une place singulière dans le système judiciaire et économique de notre pays. En tant qu'officiers publics, les notaires sont les garants de la sécurité juridique dans les transactions, les artisans de la paix sociale dans les familles et les partenaires indispensables de l'État de droit. Votre mission, noble et exigeante, consiste à donner force, clarté et stabilité aux actes de la vie civile et économique. Dans une société où la confiance est la clé du développement, le notaire est un acteur de confiance publique. C'est pourquoi le gouvernement, sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, place une attention particulière sur le renforcement des institutions juridiques et des professions qui en garantissent le bon fonctionnement. Nous nous devons de reconnaître le monde du droit, comme celui des affaires, évolue rapidement. La digitalisation, les nouvelles formes de propriété, les enjeux de la mobilité internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent appellent à une adaptation continue du notariat. Ces universités du notariat togolais s'inscrivent dans cette dynamique. Elles constituent un espace de réflexion, d'apprentissage et d'innovation où se croisent les expériences togolaises, africaines et européennes. Elles rappellent que le savoir n'est jamais figé et que la profession notariale doit sans cesse se renouveler pour rester au service des citoyens. Le gouvernement, pour sa part, continuera d'appuyer vos efforts par la modernisation du cadre juridique et des textes régissant la profession, la promotion de la formation continue, ce que nous faisons, ce que vous faites en ce moment, et le soutien à la digitalisation de vos activités, notamment à travers les projets d'archivage électronique, de signature numérique et de communication sécurisée des actes. Chers amis de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen, 20 ans après, il nous revient de renouveler notre vision commune. Les défis de demain exigent une coopération encore plus étroite, des échanges d'expertise, jumelage entre jeunes notaires, projets communs de formation et innovation technologique partagée. Le jumelage entre Caen et Lomé a été un modèle. Faisons-en un tremplin pour une coopération notariale francophone plus large, un espace où se conjugueront rigueur professionnelle, solidarité et modernité. Je tiens à féliciter la Chambre nationale des notaires du Togo pour son engagement constant, son sens de l'éthique et sa contribution essentielle à la consolidation du tissu juridique national. Je salue également tous les partenaires techniques et institutionnels qui accompagnent cette belle aventure. Et j'adresse un message particulier à la jeune génération des notaires. Vous êtes les héritiers d'une noble tradition, mais aussi les bâtisseurs du notariat de demain. Ayez confiance, innovez, formez-vous et servez la justice avec honneur. Mesdames et messieurs, en célébrant ces 20 années de jumelage, nous ne regardons pas seulement le passé, nous regardons l'avenir avec la conviction que la coopération entre nos notariats continuera de grandir au service du droit, de la justice et du développement. Puis cette amitié entre la France et le Togo, entre Caen et Lomé,
entre notaires d'hier et de demain, continuer à inspirer la fraternité professionnelle et la paix juridique dont nos nations ont besoin. Je déclare donc ouverte la 14e université du notariat togolais et je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Les ventes, les échanges, et puis évoquer assez brièvement. Ok. S'il vous plaît, tous les biens de l'État sur le territoire de la commune appartiennent à la commune, ce qui n'est pas véritablement ça au sens donc, du test. Et je crois que c'est des réflexions qui vont continuer pour préciser. Mais ce qui est dit dans le test, c'est que l'État peut transférer une partie de son domaine à une collectivité. C'est possible. Alors, par rapport à la question, si une personne privée, est-ce qu'on peut occuper le domaine public de l'État? Est-ce qu'une personne privée peut occuper le domaine public de l'État? Je suis en train de chercher la disposition, je crois que c'est 524 du Code foncier domanial, qui dit oui, qu'une personne privée physique ou morale du droit privé peut faire usage, c'est ce qui a été dit, peut jouir du domaine public de l'État, mais dans le cadre donc des précisions réglementaires. Donc je crois que là aussi, c'est vrai qu'il y a une brèche que le test ouvre, mais elle n'est pas totalement fermée puisqu'il y a des précisions à apporter. Donc je crois qu'on pourra également nourrir la réflexion pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre l'occupation privative donc, du domaine public. Mais comme l'a expliqué Madame la conférencière, oui, quand c'est des missions, quand c'est des services ou c'est une occupation pour un service public ou pour un usage public, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de déclassement ou de désaffectation. Ça arrive lorsque on a besoin, bien entendu, les procédures par rapport à cela. Donc merci, ce que je voulais apporter. Et donc la question, c'est par rapport à cet article-là, quelle est la portée que l'on peut, je l'ai déjà dit à Madame, la portée qu'on peut accorder à cette disposition qui dit que les personnes physiques ou les personnes privées, morales de droit privé, peuvent jouir du domaine public. Au Togo, donc chez nous au Togo, les terres appartiennent aux collectivités. Donc il y a une partie que vraiment la collectivité doit réserver à l'État. Donc moi, ma petite question, c'est la différence entre rétrocession et déclassement. Je ne vois pas, je ne sais pas qui vient avant l'autre, comment ça se fait. Et dans cette phase-là, l'État est propriétaire de la moitié de la parcelle qui appartenait à la collectivité. Et cette moitié comprend, comme quand les routes sont tracées, et des parcelles réservées pour d'autres usages, pour les services publics. C'est ça qu'on appelle ici le lotissement. Il faut préciser que ce lotissement, c'est dans le cadre, c'est le ministère de l'urbanisme qui est à la manœuvre avec les jouets et qui font le lotissement. La difficulté qu'on a, c'est pas l'arrêté du ministre des Finances pour voir que c'est pris. La difficulté, c'est qu'il arrive que les mêmes collectivités desquelles provient ces réserves, lorsqu'elles finissent de céder les parcelles sur lesquelles ils avaient un droit privatif, peuvent s'arranger avec une partie
de ce domaine-là qui avait appartenu à l'État. Donc, ce n'est pas des actes administratifs. L'intérêt aujourd'hui pour nous de savoir est-ce que cette procédure doit toujours continuer par avoir cours, parce que c'est ça la faiblesse de l'acte administratif tel que je l'avais souligné. Étant donné que ça a été pris, la réserve a été consacrée par un acte administratif, par l'isme de forme oblige, par le jeu des intérêts, on peut amener la même administration qui devenait propriétaire, par prendre un autre arrêté pour déclasser ça et puis remettre ça encore aux collectivités, qui crée un désordre. Du coup, aujourd'hui, l'État n'a même pas beaucoup, il n'arrive même pas à savoir qu'est-ce qui est de ce domaine-là qui était censé être le sien. Et c'est tout l'intérêt de notre intervention, à supposer que, à la base, lorsque ce lotissement a été fait, et que la réserve a été prise, qu'il y ait un PV qui consacre ce lotissement avec des réserves, ce PV comment constaté par un notaire, qui est un acte définitif. Est-ce que l'État a encore les moyens ou les collectivités, puisqu'elles ont été associées en amont à ce PV, ils ont comparé devant le notaire. On leur a expliqué le sens de cette activité. Ils se sont engagés en toute connaissance et liberté, en toute connaissance et liberté, et avant de signer. Est-ce que là, ça ne les met pas définitivement, ça ne met pas à l'abri, l'État définitivement à l'abri de ces micmacs qui les autorisent après à retrocéder par acte administratif dans le même domaine, qui sont censés servir l'intérêt général aux mêmes collectivités qui se les approprient et les cèdent, parfois même. Quels sont les différents, à quel moment le privé peut avoir jouissance de ces parcelles-là, pour quel type d'activité il peut en jouir. C'est-à-dire on peut céder ce qui appartient à l'État à un particulier, puisque une personne physique peut les céder. C'est peut-être ça qui peut savoir. Ils veulent construire un complexe immobilier touristique. Vraiment, quand vous voyez la maquette, c'est super bien. Sauf qu'on dit que c'est l'initiative du maire de la localité. S'il y a un titre foncier, non. Il y a ça qui appartient, le citoyen, c'est un domaine public. Est-ce que ça appartient exclusivement à la commune ou bien c'est un domaine de l'État? Il y a qu'un type de propriété, on ne sait même pas quels sont les régies, mais le projet vraiment a aguiché beaucoup de gens parmi lesquels certaines autorités qui m'ont abordé. Et bon, je ne sais pas par quelle alchimie ils ont fait de mal le notaire du projet. Je ne sais à quel quel type de contrat, quand les gens vont acquérir, est-ce qu'ils auront un titre de propriété, rien, il n'y a rien de tout. C'est le maire qui a la chose. Bon, il a l'oreille du président du conseil. Et bon, j'aimerais voir, est-ce que nos camarades je ne sais pas si le cadre c'est l'urbanisme et nos camarades de l'administration territoriale ont vent de ce dossier pour nous éclairer quelque peu. Ce ne sont pas des collectivités territoriales, c'est des familles. Que la terre appartient au privé. C'est la première nuance que je voudrais apporter. Maintenant, la loi oblige le privé, lorsque l'État fait des aménagements, c'est-à-dire fait les tracés des voies et constitue des lots, que nous appelons lots utiles, l'État a le droit de prélever la moitié de la superficie de chaque propriété privée sur toute l'étendue du territoire. Et c'est au moment de l'aménagement que cet exercice est opéré. Et dans l'aménagement, les 50% de l'État sont utilisés comme suit. 30% servent à tracer les voies de communication et 20% à constituer ce que nous appelons les réserves administratives pour accueillir les infrastructures publiques.
Et ce que le président dit, qui est pertinent, c'est en principe à l'État de faire l'aménagement et de prélever ces réserves-là. Et sur chaque réserve constituée, l'État devait créer son titre foncier. Parce que nous sommes sous le régime des titres fonciers qui était pratiqué en Alsace et Lorraine. Donc nous avons un document qui prouve le droit de propriété définitif de chaque propriété privée. Mais par le passé, l'État ne s'était pas vite pris, laissant les particuliers eux-mêmes s'aventurer sur les lotissements que nous qualifions de lotissements clandestins. Mais quand ils font ces lotissements clandestins, ils arrivent à conserver la réserve administrative de l'État. Sauf que ce document privé n'est pas remonté au service de l'État pour qu'il soit, disons, cartographié et mentionné comme tel. C'est seulement les domaines où l'État lui-même est intervenu, ou bien que le privé est associé les services de l'urbanisme. C'est seulement ces domaines-là que nous arrivons à tracer et à enregistrer. D'où la descente des ordres dont il parle. Maintenant, la question de notre confrère M. Piaki, que des réserves sont constituées, après on parle de déclassement ou bien de rétrocession. Les réserves sont constituées au moment de l'aménagement. Donc, une fois qu'elles sont constituées, elles rentrent maintenant dans le domaine privé de l'État. Maintenant, le problème, comme j'ai dit, que l'État est propriétaire de pour 50% de chaque propriété, des fois le calcul selon la configuration du terrain peut faire en sorte que le prélèvement que l'État a fait de ces 50% dépasse ce qui devait lui revenir de droit. Et déjà, au niveau du ministère de l'Urbanisme, nous prenons un arrêté pour justement faire ce que nous appelons la rétrocession, c'est-à-dire le surplus que l'État a pris sur la propriété privée est retourné au privé qui en est droit. Ça, c'est une première opération de rétrocession. Ça veut dire qu'effectivement, on a fait une sorte de déclassement avant maintenant de renvoyer au privé. La deuxième possibilité, c'est que l'État a constitué les réserves, a pris ces 50% et a bien démarqué les réserves. Mais ailleurs, il a procédé à une expropriation. Mais quand l'État fait l'expropriation, il devait reloger les personnes qui sont impactées par cette expropriation. Et le règlement peut s'opérer par deux moyens. Soit l'État négocie le prix, la valeur vénale de la parcelle expropriée pour payer en numéraire aux personnes impactées, ou bien peut leur affecter d'autres parcelles. Et ces parcelles affectées proviennent des réserves que l'État avait déjà constituées ailleurs. Et si devant ce cas de figure aussi, l'État procède par acte administratif à déclasser, puis à affecter maintenant une partie de cette propriété, de ce patrimoine, de ce domaine public aux particuliers. Donc c'est une question de compensation. Ça ne résout pas le problème de gestion anarchique dont il a parlé. Donc voilà comment juridiquement l'État peut être amené à couper sur son domaine public pour affecter à l'usage privé. Je vous remercie. Le droit de préemption urbain. Ce droit de préemption, le maire peut recevoir délégation du conseil municipal pour l'exercer. Il reçoit délégation pour l'exercice du droit de préemption également sur les cessions de fonds artisanaux, les cessions de fonds de commerce, ou même les cessions de droits de beaux commerciaux. Le maire a également qualité en France pour exercer le droit de priorité, qui permet à une collectivité territoriale d'acquérir tout immeuble appartenant à l'État, immeuble implanté sur son territoire et mis en vente par l'État. Les personnes publiques peuvent également acquérir un bien par les modalités de la prescription acquisitive. La loi du 21 février 2022 a élargi les domaines d'application pour les biens sans maître ou les biens en état d'abandon manifeste. La procédure peut désormais être engagée à la suite d'une succession dans les 10 ans du décès
Si les biens se trouvent dans le secteur d'une grande opération d'urbanisme ou dans une zone de revitalisation du territoire, la procédure applicable est organisée et le constat de transfert peut résulter d'un acte administratif ou d'un acte notarié. C'est également une procédure qui va permettre de maîtriser des biens quand les taxes foncières n'ont pas été perçues depuis plus de 3 ans, lorsqu'elles ont été acquittées par une tierce personne que le propriétaire. Et après avoir également été longtemps débattu, la collectivité peut procéder à des échanges et devenir propriétaire par ce moyen-là. Tout comme dans le cadre des ventes, la direction de l'immobilier de l'État a un rôle dans l'acquisition. Toutes les communes de plus de 2000 habitants qui désirent vendre peuvent consulter la direction de l'immobilier de l'État, quel que soit le prix de vente, et le contrôle doit s'exercer dès lors que le prix du bien acheté par la commune est fixé au-delà de 180 000 €. La direction de l'immobilier de l'État, comme pour la vente, émet simplement un avis dont la commune peut passer d'autres. Cependant, dans ces cas, elle doit motiver le prix de son acquisition et produire une délibération expliquant pourquoi elle achète plus cher le bien. Les avis émis par la direction de l'État restent valables, sans limitation de durée. Néanmoins, en pratique, il est souvent indiqué dans l'avis que celui-ci ne vaut que pour une durée de 1 an. Les modalités contractuelles. La délibération de la collectivité doit détailler les modalités de l'achat, telles que la désignation du bien, en consistant c'est la référence cadastrale. Elle doit également détailler le prix, ainsi que les modalités de paiement de ce prix. S'agit-il d'un paiement comptant? S'agit-il d'un paiement à terme? Et quelles seront les modalités payées par la comptabilité de l'office, en dehors de la comptabilité de l'office? Et la délibération doit également préciser les servitudes à constituer. La délibération est exécutoire si elle a été régulièrement transmise à l'autorité préfectorale. On retrouve les modalités du droit commun du contrat de vente. La collectivité qui achète doit être informée de diagnostics techniques divers qui seront insérés et annexés au contrat reçu par le notaire. Les servitudes figurant dans le titre antérieur devront également être analysées. Quand la collectivité achète à terme et ne paye pas le prix comptant, la garantie du vendeur ne pourra pas être assurée par le droit de la sécurité réelle. Un privilège de vendeur aura peu d'effet dans le cas où la commune ne paierait pas dans les délais requis, puisque le principe d'insaisissabilité des biens des collectivités s'applique tant aux biens du domaine des achats. Quand le prix de vente est payable comptant, le paiement du prix par la collectivité ou au notaire du vendeur ne sera pas effectué le jour de la signature de l'acte authentique de vente, alors que le transfert de propriété est fait au profit de la personne morale étant public acquéreur. En réalité, quand la collectivité est acquéreur, le prix ne sera jamais payé le jour même par cette dernière. Des règles particulières issues d'un décret du 13 janvier 1983 indiquent que le paiement par le comptable public des dépenses d'une commune ne peut se faire qu'une fois justifié et produit d'un certain nombre de pièces, que le compte le prix que lorsqu'il aura eu l'expédition du titre de propriété, revêtu de la mention d'inscription au service de publicité foncière. Cela nécessite de justifier au comptable public la preuve que l'acte a été publié au service de la publicité vis-à-vis des tierces personnes. Un huissier peut donc se présenter pour prendre une hypothèque judiciaire sur le bien. C'est la théorie des hypothèques intercalaires qui peut obliger l'acquéreur à diligenter une procédure de purge pour désintéresser les créanciers hypothécaires du vendeur. À l'occasion des ventes de particulier à particulier, le notaire est autorisé à remettre le prix au vendeur, malgré le risque d'existence d'hypothèques intercalaires, si un problème intervient et qu'il y a des indemnités à verser à cause de la révélation de ces hypothèques intercalaires, l'assurance collective de notaire pourrait prendre en charge ces risques. En théorie, le comptable public vire au notaire du vendeur le prix de vente, quand ce dernier lui a remis la copie du titre de propriété régulièrement publié, et surtout la preuve de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires contre le vendeur. Le service de la publicité foncière produit un état sur formalité sur l'ensemble des sûretés réelles affectant le bien vendu. Le prix de vente pourra être affecté au paiement des créanciers du vendeur et le notaire pourra établir les mainlevés des hypothèques de manière à assurer une propriété libre et franche de toute hypothèque pour l'acquéreur. La règle générale du décret de 83
induit donc la nécessité d'attendre l'achèvement des opérations de publicité foncière pour que le comptable public paie le prix. Cependant, au regard des textes de la comptabilité publique, cela a été allégé et le notaire peut désormais se faire remettre les fonds plus rapidement par le comptable public dans un souci d'accélération du paiement des dépenses. Un texte est intervenu en termes duquel le notaire peut exiger du comptable public qu'il remette les fonds, le comité d'acquisition, sans attendre la mention d'inscription définitive au fichier immobilier. C'est le notaire qui s'engage personnellement à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix d'acquisition, vont être versées à un créancier inscrit au fichier immobilier contre le propriétaire du vendeur. Donc, depuis le décret du 25 mars 2007, il permet au notaire d'exiger le paiement par remise d'une simple copie du titre au propriétaire. Quelqu'un reprend la parole. Bon, pour la question numéro 1, savoir si cette opération est possible, le droit de préemption doit s'appliquer opération par opération. Il n'est donc pas du tout possible d'instituer, de déléguer à monsieur le maire un droit de préemption pour n'importe quel type d'achat dès lors que ça dépasserait un certain prix au mètre carré. Il faut qu'à chaque fois, à chaque session, on indique le seuil à partir duquel on va procéder à l'opération de préemption. Et pour le devenir du témoin immobilier, et d'imposer conventionnellement des clauses permettant par exemple de soit racheter le bien à un prix prédéterminé, donc d'avoir un pacte de préférence lors de la revente du bien, ou qui impose à l'acquéreur de partager l'éventuelle plus-value brute dégagée par la revente. Et l'usage en France, et notamment dans les lotissements communaux, c'est prévu. Il y a une question, mais c'est pour Monsieur le ministre. A prouvé que effectivement cette réserve qui a été constituée est constituée au profit d'une mairie et non au profit d'une autre collectivité publique. Ça, c'est ma première préoccupation. Je peux laisser répondre si vous voulez, Monsieur le ministre. Ok, merci beaucoup, cher maître. Je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre. Peut-être je vais me lever. Ce n'est ni par un arrêté, ni par un décret. Le code foncier domanial, qui est la loi qui régit le foncier au Togo, a prévu le prélèvement par l'État de 50% sur toutes les propriétés foncières au Togo. Sont utilisées de la façon suivante. Lorsque l'État fait les aménagements, quand je dis aménagement, c'est les tracés pour créer la voirie, c'est-à-dire les voies de communication. Donc sur chaque superficie que vous allez considérer, les voies de communication représentent 30% des 50% prélevés par l'État. En principe, si vous avez besoin d'utiliser une parcelle de cette réserve administrative, vous allez adresser une demande au ministère de l'économie et des finances. Le problème que pose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore eu de transfert des propriétés que l'État peut considérer comme relevant de son domaine propre et peut-être de certaines réserves qui peut affecter aux collectivités. Ce n'est pas il n'y a pas encore un texte qui organise la gestion du domaine public et du domaine privé de l'État. Donc je crois que le ministère de l'administration territoriale qui est ici, ensemble on peut travailler pour aujourd'hui arriver à affecter aux communes des domaines qu'elles peuvent gérer, indépendamment de ce que l'État peut conserver comme étant son domaine foncier propre. Donc j'expliquais que dans l'aménagement du foncier, les 50% des fois, c'est difficile à les obtenir selon la configuration du terrain.
Et nous sommes tous des humains, il peut y avoir même des erreurs dans le calcul. Quand l'État constitue les 50%, c'est-à-dire fait les prélèvements des réserves administratives, tout l'aménagement fait l'objet d'un arrêté d'approbation, ce que nous appelons communément DUDE, avec un numéro. Donc chaque fois que vous voyez DUDE, c'est que le domaine a fait l'objet d'un aménagement reconnu officiellement par l'État. Mais à côté de ce travail officiel, généralement les privés, c'est-à-dire les domaines privés, s'aventurent eux-mêmes également dans les domaines des familles pour faire ce que nous appelons le lotissement clandestin, ce qui n'est pas porté à la connaissance de l'État. En clair, pour l'État, c'est un domaine rural qui n'est pas encore aménagé. Alors qu'on laisse circuler un papier, on va dire lotissement, sur lequel vous ne verrez aucune mention d'un numéro de DUDE. Et souvent, ces parcelles-là qui sont loties clandestinement, c'est eux qui donnent lieu à des problèmes de gestion parce que la réserve que le domaine privé a constituée, comme elle n'est pas portée à la connaissance de l'État, l'État ignore son existence. C'est ça qui arrive, l'État ignore son existence. Mais pendant ce temps, les privés achètent des lots dans ce domaine clandestinement loti. Commencent par bâtir. Et c'est quand ils finissent de bâtir sur les lots utiles qu'ils sont encore tentés de rentrer dans les réserves clandestines constituées. Et quand on enlève de l'État, comme l'État ne reconnaît pas officiellement l'existence de cette réserve-là, l'État peut-être ne mobilise pas ses services pour protéger ces parcelles-là. Et jusqu'à ce que l'État arrive là-bas, tout est déjà parti. Voilà le problème que nous vivons, bien que l'État vit. Mais aujourd'hui, des mesures sont en train d'être prises pour que l'État anticipe. Je crois qu'il y a 2 ans, nous avons pris un arrêté interministériel pour interdire des lotissements clandestins. On ne sait pas si on respecte, moi je suis plus au gouvernement. Sinon, normalement, si on ne faisait pas de lotissement clandestin, on n'aurait pas de problème de gestion anarchique des réserves. Donc je crois que je me suis un peu fait comprendre, cher monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Bon, je voulais intervenir sur, à partir de l'intervention du président Tcholinamou. En fait, le problème réel que nous avons actuellement sur les réserves de l'État, c'est que l'État n'a pas encore anticipé les lotissements, l'urbanisation ou l'aménagement de tous les territoires. À la faveur de cette 5e République avec la décentralisation, je crois qu'il serait vraiment fortement recommandé que l'État anticipe cette urbanisation et qu'on définisse les voies de sorte qu'au moment des lotissements, et que les géomètres puissent se conformer au tracé et respecter les réserves de l'État. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que le cadastre te donne un visa sur une parcelle en disant sauf occupation légale. Et 20 ans plus tard, on vient dire que vous avez occupé une réserve de l'État et les belles constructions sont détruites à la faveur de l'État. En fait, je crois qu'il faut situer un peu les responsabilités et souhaiter que, à compter de maintenant, que nous puissions sensibiliser les mairies à ce que les lotissements clandestins ne soient plus légaux parce que déjà, la commune elle-même a déjà anticipé l'urbanisation ou l'aménagement de son territoire communal. Et donc ça, c'est important qu'ils le fassent. Nous avons le devoir, maintenant peut-être que nous voulons nous impliquer dans la gestion des biens immobiliers des collectivités. Et nous devons aller vers eux, les sensibiliser à ce que les acquisitions soient sécurisées pour éviter qu'à la longue, que ces acquisitions soient sujets d'acquisition irrégulière. Et ce serait la responsabilité du notaire qui accompagne ces acquisitions-là. Donc nous avons une recommandation qu'on peut formuler à l'endroit de l'État
et aider les collectivités à aménager avec les ressources qu'il faut aménager les territoires. Deuxième recommandation à l'endroit de la Chambre, c'est qu'on puisse organiser une formation avec le ministre, non seulement le ministre de l'administration territoriale, mais le ministre aussi de la décentralisation et les maires, afin qu'ils puissent aussi savoir que le notaire est là pour les accompagner et est au cœur de la gestion des biens immobiliers des collectivités territoriales. Merci. Manière générale globale à l'État. L'intervention de la décentralisation qui est récente avec des délimitations territoriales précises fait que certaines réserves puissent se retrouver sur les terres de certaines communes sont censées être des terres qui vont être exploitées par ces communes. Sauf que la loi sur la décentralisation, dans sa section 3, dit qu'il y a des ressources matérielles à transférer aux collectivités locales. Et ces ressources-là doivent faire l'objet d'un inventaire. Et c'est pourquoi le ministre Tchonialou disait que cela n'a pas encore été fait de manière formelle pour que ces biens-là, qu'ils soient matériels, immobiliers ou mobiliers, puissent donc être transférés à l'État. Donc cela va se faire. Ce qui fait que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des communes, par précaution, qui sont donc en train de prendre des mesures pour que les réserves qu'ils ont en face connues ne soient pas aussi utilisées, de quoi ils bloquent, mais là, le mécanisme par lequel ça doit leur être transféré complètement pour que ça devienne leur patrimoine à exploiter, c'est un mécanisme qui est en cours et qui va certainement faire l'objet, parce qu'ils ont dit que ça va faire l'objet d'un inventaire exhaustif et pris par un décret. Donc ce décret-là, je crois qu'il va forcément intervenir et c'est de ça que nous parlons. Donc il s'agit maintenant que tout ce processus-là soit accéléré pour que les communes aient leur patrimoine et que les règles d'utilisation et d'usage puissent être connues. Les terres, ils commettent un géomètre souvent non agréé. Ils disent, on fait un lotissement. Il y en a, je ne parlerai pas de sérieux, mais de bonne foi. Et c'est ce qu'a dit le ministre. Il prélève à peu près ces 50%-là, mais quand même, ils vont déposer leur projet de lotissement, si je ne m'abuse, à l'urbanisme ou au ministère de l'urbanisme pour justement obtenir cet arrêté d'approbation. Monsieur le ministre me rectifiera si je m'abuse. Et vous avez le DUDE qui nous donne des planches directrices. C'est sur cette base que nous faisons, que nous avions coutume de faire ces fameux fentes visées, du moins les techniciens géomètres. Alors, est-ce que, eu égard à ces problèmes-là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des textes réglementaires qui donnent compétence aux autorités techniques compétentes pour dire exclusivement, si vous voulez faire un lotissement, c'est le cadastre, c'est l'urbanisme, ou bien les géomètres continuent à faire ces lotissements, auquel cas ils le font selon la bonne ou la mauvaise foi ou volonté des propriétaires, ils ne vont pas déposer. Et c'est ce qui crée, si vous voulez me passer l'expression, cette pagaille ou ce désordre. Il peut y avoir les auxiliaires de justice et tous ceux qui participent de la gestion du foncier. Mon raisonnement est celui-ci. Lorsque l'on veut identifier la propriété des collectivités territoriales, des collectivités familiales, il faut retourner dans l'histoire. Et lorsqu'on retourne dans l'histoire, peut-être qu'il faut s'arrêter à l'ordonnance du 6 février 1974. Et cette ordonnance indique clairement que les terres qui ne sont pas détenues coutumièrement ou sous un titre foncier sont considérées comme des terres vacantes et appartiennent automatiquement à l'État. Ce qui imposait à l'époque à l'État de se rendre maître et possesseur de ces parcelles-là. On va retourner encore plus loin dans l'histoire et questionner l'appropriation coutumière. Pour devenir
propriétaire, au sens où on l'entend aujourd'hui, qui peut être discuté, on garde cela en parenthèse, il fallait d'abord identifier, occuper et puis mettre en valeur. Et la mise en valeur, à l'époque, se faisait par la force des bras. Ce qui veut dire que ceux qui pouvaient se prétendre propriétaires de parcelles à cette époque devraient avoir mis en valeur les parcelles indiquées. Alors comment nous expliquons-nous aujourd'hui que l'on ait pu transférer à des héritiers des parcelles de centaines de milliers d'hectares, alors qu'on n'aurait pas pu les mettre en valeur? Donc il y a là un mensonge historique qui est entretenu et qui nous cause au moins des éléments majeurs du désordre que l'on observe aujourd'hui. Et moi je pense que là-dessus, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Le collègue, Maître Atoudété le disait tout à l'heure, les collectivités, les mairies ont du mal à identifier en tout cas les frontières de leur territoire, identifier ce qu'elles pouvaient considérer comme un domaine leur appartenant. Cela se joue là-dessus. Il faut que l'État cesse d'être absent. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et avance sur l'identification de ces terres-là et l'appropriation qui devrait en découler. Donc pour moi, le premier questionnement part de là. L'appropriation des collectivités aujourd'hui est un vaste mensonge historique. Je vous remercie. D'aider notre État à réguler le foncier, à le sécuriser et à accompagner les particuliers. Nous remercions notre consoeur. Ce n'est que des pistes. On vous rassure que sa communication, elle va nous déposer, elle va remettre ça au bureau. Chacun aura sa communication. Mais il puisse en informer le ministre de la pertinence de ce qu'on a dit ici. Et qu'on puisse mettre en place un cadre qui nous permet de réfléchir ensemble sur les questions qu'on a évoquées ici. C'est l'université qui nous accompagne dans cette démarche, pour qu'à l'issue, on puisse sortir un guide qui aidera l'ensemble des acteurs qui interviennent à tous les niveaux à pouvoir aider notre État à s'en sortir. Voilà, en tant que modérateur, la leçon que j'aurais tirée et la recommandation que je fais. Merci à vous. On se retrouve demain matin à la même heure pour continuer avec le second thème. Merci à vous.